Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à une autre édition de 11 Montréal. Frédéric Lard avec vous, toujours au chalet, mais disponible cette fois-ci. Je sais qu'ils en ont fait grand cas la semaine dernière, pour ceux qui ont écouté 11 Montréal. Donc, je suis là, plus ou moins reposé, avec en masse de Nicolada aussi dans le Gard et dans le bid présentement, avec le capitaine éternel qui est là, comme à l'habitude, Patrice Bernier. Patrice Bernier, salut. Merci, Fred. Très vert chez vous, très vert. Très vert, trop vert. C'est pas chez nous, mais c'est vert. Effectivement, c'est vert. On peut mettre n'importe quoi derrière s'il faut. Hey, quel bonheur on a. J'allais dire un revenant, mais c'est pas vrai parce qu'il est toujours présent. Il est toujours présent dans notre, ici, dans notre cœur, pour ceux qui écoutent. Oui. Ancien collègue, mais surtout maintenant, agent de joueur, M. Nicolas A. Martineau, qui est avec nous. Salut, Nick. Salut les gars, merci pour l'accueil. Quel plaisir de t'avoir. Ça fait un moment aussi qu'on t'a pas vu. Et en fait, c'était un moment, il y a le week-end aussi dernier, on t'a pas vu parce que tu étais parti. Ta carrière d'agent de joueur te fait globe-trotter par moment. T'étais... je t'ai fait une tonne de blagues de Borat, pas trop bonnes, mais quand même. T'étais en Lettonie le week-end dernier. Ça a été? Oui, Lettonie, l'un des petits pays baltiques. Oui, écoute, ça s'est bien passé. Un voyage éclair, un petit 3 jours et demi. Difficile parfois de s'y rendre parce que connexion oblige. J'ai passé une douzaine d'heures à Francfort, en Allemagne, mais non, je suis de retour en un seul morceau plutôt. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a pas beaucoup qui nous écoutent qui ne connaissent pas, mais juste pour être clair, là, tu sais, présentement, en fait, vous avez parti de l'agence de joueurs Obélisque, que vous pouvez retrouver sur les médias sociaux notamment. Vous représentez plusieurs joueurs du Canada, des joueurs d'un peu ailleurs. Là, c'est un joueur haïtien qui s'en est en Lettonie, c'est ça? Ouais, Stevenson Jeudi qui est une des vedettes de l'équipe nationale U20 haïtienne, qui a également été appelé en camp d'équipe senior haïtienne alors qu'il avait seulement 16 ans. C'est un jeune qui a traîné son baluchon dans 3 équipes haïtiennes, qui a été acheté. En fait, ça a été le seul joueur acheté en première division haïtienne pour une somme de 10 000 $ par Violette, qui est l'équipe qui a joué la CONCACAF Champions League. C'est d'ailleurs lui qui, à 18 ans, a qualifié l'équipe en Champions League l'année dernière, avait marqué des buts notamment contre Waterhouse, une équipe jamaïcaine en Ligue des Caraïbes, et désolé pour la traduction libre. Donc Stevenson Jeudi, c'est un gros talent qui aurait dû jouer d'ailleurs contre Austin et Club Léon, mais malheureusement avait une blessure à un genou, à un ménisque, qui l'empêchait de jouer. A joué blessé d'ailleurs la CONCACAF U20, et malgré tout ça avait fini avec quand même pas mal de buts, avait été la révélation de ce tournoi-là, et on a réussi finalement à lui trouver preneur en Lettonie parce que fallait une équipe qui était prête à payer un frais de transfert à une équipe haïtienne, ce qui malheureusement n'était jamais arrivé ou que très rarement dans l'histoire. Donc voilà, c'est la Lettonie qui a finalement remporté la loterie. Nicolas, on va parler de plein d'affaires pendant que tu es là aussi. On va parler de tes joueurs, on va parler aussi du métier d'agent. Mais avant de commencer, Pat, je vais envoyer des fleurs à Jonathan Beaulieu-Bourgault puis Nicolas qui font Obélisque en ce moment, parce que ça va être un peu le thème de notre podcast aujourd'hui. Vous êtes bons, vous êtes en amour avec vos joueurs, et ça, je le dis de façon très positive. Vous les aimez, vos joueurs. Je trouve ça personnellement, et je te le dis là, de façon très personnelle, impressionnant. Vous les vendez et vous êtes derrière eux. Vous n'êtes pas fous, malades puis aveuglés, mais vous êtes derrière eux. Puis ça, il y en a d'autres agences aussi. Mais vous êtes une grande force et vous le faites bien aussi. C'est impressionnant de l'extérieur. Je pense que je te l'ai déjà dit, mais je te le redis ici sur cette tribune-là qui va avoir plus que 100 personnes qui vont l'écouter. Voilà. Pas juste. Écoute, c'est gentil, mais écoute, Fred, je pense que c'est ça le rôle des agents aussi. On doit être les plus grands supporters de nos joueurs, parce que si nous on n'est pas là derrière eux puis qu'on croit pas en eux, il faut pas le faire aveuglément là. Mais si nous on n'est pas là à 100% derrière eux, qui le sera? On est là pour les aider à aller le plus loin possible dans leur potentiel. Parlons, là, on va commencer tout de suite là, dans le vif du sujet. Il faut revenir sur la sélection canadienne, en fait, le Canada en général. Puis là, on a le capitaine éternel qui est là, ancien international. Pat, je sais que tu as
Je pense que tu as un point de vue clair par rapport à ça, mais là, cette semaine, on a appris par l'entremise de Rick Westhead, le journaliste de TSN, journaliste d'enquête, hein, ça c'est important, écoute, le Canada pourrait déclarer faillite, l'Association canadienne de soccer pourrait déclarer faillite plus tôt que tard. On n'a pas les moyens, peut-être même de faire des matchs amicaux au mois de septembre prochain. C'est une véritable catastrophe, scandale. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est seulement de la pression en passant de la part de l'Association canadienne ou c'est la vérité? Ben, là, c'est mettons la précision. Il n'a pas dit qu'ils font faillite. Il a dit que la faillite est un des sujets qui. Mais ce qui est intéressant, si vous avez porté attention au match l'autre jour, il est revenu sur ses mots. Il a dit on n'est pas en faillite. On n'étudie pas la faillite. Mais il a quand même étudié ses mots. Il me dit que, voilà, c'est drôle que John Herdman, après le match, on est en Ligue des Nations, la finale, une belle plateforme pour envoyer un message, dit Canada doit prendre plus sérieusement la Coupe du Monde et les déplacements de l'équipe nationale, surtout senior masculine. Quelques jours plus tard, le Jason DeVos dit, il n'a pas dit qu'on a faillite, mais il a quand même usé des mots en voulant dire on étudie ou c'est une possibilité. Soyons clairs, je ne connais pas encore d'équipe nationale, d'association nationale qui fait faillite. Parce que la FIFA, en majorité du temps, elle est là pour t'aider. Elle est là. Il y a des petites nations que c'est la FIFA qui les met garde en vous parce qu'ils leur donnent 2, 3, maintenant, je pense que ça va monter à comme 4 millions pour les maintenir en vie. Donc, c'est clair que l'Association canadienne ne va pas aller en faillite. Même qu'en même temps, comme tu l'as dit, je pense que c'est un message qui est envoyé à peut-être CSB, de dire, hey, est-ce que vous pouvez injecter... Canada Soccer Business, il a été créé en quelque sorte pour être le bras marketing, pour bien situer les gens de l'Association canadienne. Pour être clair, eux autres sont venus, puis ils ont dit, nous, on va vous donner de l'argent, mais on va prendre ou du moins, on veut avoir vos droits marketing, ce que l'Association canadienne a fait. Donc, là, présentement, l'Association canadienne, les droits images des joueurs que vous voyez derrière moi, là, Alphonso Davies, Atiba Hutchinson, c'est CSB qui retient les droits et qui prend l'argent marketing ou sponsoring ou commanditaire. Donc, je pense que le message était un peu de dire, hey, est-ce qu'on peut revoir le contrat ou est-ce que vous pouvez injecter un peu plus d'argent? Je crois plus que c'était ça le message, mais en même temps, ce que ça a fait, il y a des gens qui travaillent pour l'Association canadienne. Il y en a qui se disent, hey, on va-tu en faillite? Est-ce que je vais perdre ma job? Quand c'est pas le cas. Donc, je suis pas sûr que les faits... Il y a un peu de panique, hein? Oui, qu'ils ont fait, c'était nécessaire, mais voilà. Pat, c'est clair. Ça. C'est clair, merci de faire ça, de faire le résumé. Moi, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. C'est facile, assez sur mon gros derrière, d'avoir des commentaires. J'ai des préjugés défavorables depuis longtemps à propos de l'Association canadienne de soccer. J'ai un prisme négatif envers eux. Changer mon point de vue à ce moment-ci, mais je vais vous dire, premièrement, les deux gars qui ont mis, deux des gars importants qui ont mené cette association depuis plusieurs années sont maintenant rendus présidents et chefs du conseil, ou du moins parmi le conseil de la CONCACAF, Victor Montalbiani et Nick Bontis. Eux, ils ont des comptes à rendre, en quelque sorte. Moi, je trouve que ces gars-là ont pas fait un bon travail tout au long de leur séjour et ont pas mal de passe-droit dans les circonstances. En tant que, justement, je suis un commentateur, je suis pas un journaliste. Thank God, d'ailleurs, pour Rick Westhead qui sort ces affaires-là. Qu'est-ce qu'a fait le Canada pour le soccer, au Québec particulièrement? C'est quoi les traces que je peux voir, moi, en tant que commentateur, qui font des bonnes affaires? Les initiatives, je vois pas beaucoup d'initiatives de Soccer Canada. L'innovation. Écoute, il y a des réformes au sein des clubs présentement. La seule affaire que j'entends, j'entends pas, c'est une bonne affaire. J'entends plus de la part des clubs parce que, c'est pas facile de se conformer, il faut travailler, c'est fort. Qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes? Écoute, les U16, U17, U19, quand est-ce qu'ils ont eu du succès vraiment? Les Marshall Rutty, les Jayden Nelson, quand est-ce qu'ils ont eu du temps de jeu aussi? Puis en termes de communication, c'est une véritable catastrophe. Si tu veux parler à quelqu'un de l'Association canadienne, un joueur ou quelque chose, écoute, c'est la maison des fous. Je suis en train de lire Astérix à mon fils. Je pense qu'il parle de l'Association canadienne dans les 12 travaux d'Astérix aussi. Sur mon gros derrière, sur mon gros cul, donnez-moi un peu d'espoir en me disant, Fred, t'as tort dans ce point de vue-là. T'es trop dur. Je veux départager les deux personnages que tu as mentionnés. Victor Montalbiani et Nick Bontis. Parce que pour moi, Victor Montalbiani, il n'y aurait pas de CPL si Victor Montalbiani n'était pas là à la barre. Il est parti en laissant ce présage-là. Et là, c'est tard, ouais.
mais il a quand même laissé l'Association canadienne, ou du moins les jeunes joueurs dont Nicolas représente, et que certains ont eu cette plateforme-là pour leur permettre d'aller ailleurs. Donc, la CPL, elle est là parce que Victor Modiani a vraiment été là, a été au bâton pour dire, hey, il doit avoir une ligue au Canada. Et même, je dirais qu'il a même été au bâton avec la MLS pour dire, il faut protéger la position du joueur canadien dans les équipes canadiennes. Parce que je peux te dire qu'il y a certaines autres personnes qui étaient candidats, même certains qui étaient à la présidence de clubs canadiens, je ne vais pas dire ici au Québec ou en Ontario, mais dans l'Ouest, qui voulaient qu'il y ait zéro standard de joueurs canadiens à avoir, là, un minimum. Ils voulaient que ce soit zéro. Parce que les autres, moi, je ne suis pas là pour promouvoir le joueur canadien, je veux avoir une équipe. Donc, au niveau de Victor Modiani, Nick Bontis, où est-ce qu'on est un peu dans ce tralala financier? Il est un peu en raison de ça. Puis je vais l'expliquer rapidement. C'est que lui, il aurait pu s'asseoir avec les joueurs très rapidement, bien avant qu'ils se qualifient, pour s'assurer que la convention collective, elle soit signée et que les joueurs, on n'est pas à les payer plus. Puis je suis pas mal sûr qu'on aurait à payer les joueurs moitié de ce que là, ils ont demandé là. Mais il l'a pas fait. Les joueurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont pris l'information, ils parlent à d'autres joueurs, d'autres associations, et là, ils ont dit, hey, eux autres, ils vont recevoir tant, nous, on va demander tant. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Parce qu'il y a le côté d'équité. Et là, pour vous dire les chiffres, les joueurs ont demandé 40%. Le Canada a reçu 10 millions US. Donc, si on leur donne 40%, c'est 4 millions. Mais il y a l'équité. Il faut donner aux filles aussi. C'est-à-dire, c'est 4 millions aux filles. 8 millions. 2 millions qui restent. Et le Canada a quand même dépensé de l'argent pour préparer la Coupe du Monde et aussi envoyer du monde sur place pour travailler. Fait qu'il ne reste plus d'argent du 10 millions US. On est même dans le déficit. Okay? Puis peut-être John Herdman aussi a un boni là-dedans qu'il faut payer. Donc, c'est juste ça. Donc, ça, c'est un peu Nick Bontis s'il avait fait son travail. Avant que la qualification finisse ou même dès que la qualification finisse, il ne serait pas en train de payer les joueurs. Il avait fait son travail en général. Oui, il ne serait pas en train de payer les joueurs et joueuses 80% de la somme que tu as reçue. Normalement, tu serais peut-être en train de payer 40, ce qui est le dû. Et je pense même que la FIFA est en train de mettre... En même temps, ce qu'ils diraient les joueurs, c'est parce que tu dis, là, les États-Unis, c'est à peu près ça. Hein, à moins de me tromper, c'est à peu près 40-40 aussi. Et puis, les États-Unis ont fait 45%. Mais pour expliquer... c'est ça. Mais ils vont chercher des droits d'image, ils vont chercher des commanditaires, ça embraye aussi, en quelque sorte. Oui, mais les États-Unis sont en déficit aussi. Mais vous n'entendez pas ça. Les États-Unis là, sont en déficit de 15 ou 20 millions. Là. Mais vous n'allez pas entendre que les États-Unis sont en faillite. Ils perdent de l'argent. C'est juste qu'eux autres, ils dépensent 140 quelques millions, puis ils ont généré 120. Mais tu n'en entends pas. C'est parce que là, au Canada, comme je t'ai dit, M. John Herdman a décidé de dire Canada a besoin d'embrayer pour la Coupe du Monde 2026. Fait que qu'est-ce que ça a fait? On ne dépense pas d'argent. Puis juste finir là-dessus, parce qu'il faut que je donne la clarification. Là, on a dépensé beaucoup pour l'équipe nationale masculine. L'Octagone, là, juste lui tout seul, là, ça veut dire ces 8 matchs là, que le Canada a joué, là, c'était 3 millions. Puis à cause du COVID, il fallait dépenser plus parce qu'il fallait faire les tests, les joueurs devaient faire des vols nolisés. Ça, là, ce standard-là, le Canada a dépensé plus qu'il était prévu. Là, ils reviennent à la norme du standard. Tu sais, on a dit, les joueurs vont voyager en commercial entre Las Vegas et Miami. C'est normal, ça. C'est ce qui est prévu dans la convention entre les joueurs. Okay? Mais là, pour revenir à les jeunes, oui, tu as raison. Il n'y a pas de camp pour les jeunes. Pourquoi? Non. Parce qu'il n'y a plus d'argent. Mais en même temps, il a fait des choix. La CPL, il y a plein de choix qui ont été faits. Puis, Nicolas, moi, j'ai mis l'affaire, mais vas-y, Nicolas, parce que je vois ta face depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as à dire? Y a-t-il quelque chose qui te pop dans la tête à ce moment-ci? Écoute, l'une des choses, c'est que écoute, il y a pas d'argent présentement chez Canada Soccer à la base. Donc, présentement, je pense que quand on parle de faillite, on demande un peu aussi un peu plus d'argent au niveau de ce qu'on reçoit du gouvernement, entre autres. Quand on regarde ce que le Canada a par rapport aux États-Unis aussi, et là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de document où on voit l'argent dans les poches de Canada Soccer en ce moment. Je pense que la dernière fois qu'on a eu ce document-là, c'était en 2021. Là. Donc aujourd'hui, c'est difficile de savoir combien d'argent est dépensé pour chacun des camps, combien d'argent il y a en banque, combien il y a d'argent. En fait, il n'y a pas d'infrastructure au Canada. Le Canada, présentement, est un pays du tiers-monde si on le compare à ailleurs dans le monde. Au niveau des matchs joués, au niveau des matchs amicaux, au niveau des camps d'entraînement, au niveau du centre d'entraînement, au niveau des matchs pour les jeunes aussi. Tu regardes les U17 qui jouent 3 fois moins de matchs annuellement que les Américains.
Ça prendrait une refonte complète du système, ça prendrait des nouveaux personnages à la tête de Canada Soccer, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses à dire que je saurais même pas par où commencer. T'sais. La question, elle est lancée un peu comme Moi, de l'extérieur, tu sais, on revient là, de l'extérieur aussi. Quand tu parles à la MLS pour savoir c'est quoi votre relation avec l'Association canadienne, il y a la MLS qui est moteur. Je veux pas dire que c'est extraordinaire, la MLS, mais en même temps, qui a un deal avec Apple, qui fait venir Lionel Messi en ce moment, puis qui est en train de driver le soccer de façon aux États-Unis et au Canada, c'est la MLS pas mal. Il n'y a jamais eu de leadership. Tu parles là, de Vancouver qui voulait 0 Canadien dans l'alignement aussi. Dans une Don Garber là qui regarde pas souvent nécessairement vers le Canada, mais qui est pas appelé non plus souvent par le Canada. Il n'y a pas une ligne de communication qui est très forte avec le commissaire, ni du lobby qui est fait. Moi, en tant que commissaire américain, avec 3 équipes canadiennes, j'aurais refusé qu'il y ait 0 joueur canadien dans chacune de mes équipes. Quand j'entends justement que Montagliani s'est battu pour les 3 places de Canadiens, je trouve que c'est de la bull crap. C'est de la chenoute pour qu'ils le comprennent bien, le bullshit, si jamais il écoute. Oui, mais je vais t'expliquer. Ouais. Qu'est-ce que Don Garber a à faire à avoir 0 Canadien? Don Garber, Parce que c'est des règles de la MLS? Non, c'est pas les règles de la MLS. C'est les règles que quand Toronto est rentré dans la Ligue, l'Association canadienne s'est assurée qu'il y avait 8 places pour un joueur canadien quand Toronto est venu en 2007. Ça a diminué à 5, c'est rendu minimum 3. Et donc, Don Garber, sa job, là, c'est de dire, il y a des équipes canadiennes, pourquoi les joueurs américains comptent n'importe où dans la Ligue, mais que le joueur canadien, lui, il prend une place étrangère quand il rentre dans un marché américain. Ça, on dit que c'est des règles de la Ligue, mais je suis désolé, c'est des règles qui auraient pu être implantées. Si je comprends, c'est une Ligue américaine avant que ce soit une Ligue canadienne. Il fallait que quelqu'un protège ces règles-là, parce que Don Garber, là, si les équipes canadiennes, ils disent, on ne veut pas de minimum de joueurs canadiens, ben il va dire, moi, tant que vous opérez, sa job, là, c'est que la Ligue opère, que les propriétaires soient heureux avec ce qui se passe. Donc, lui qui est 0 Canadien, c'est pas, je ne peux pas dire que c'est pas à son avantage, mais c'est pas sa priorité. Je comprends, mais c'est ça que je te dis. Rendu à ce moment-là, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il fasse un lobby, il y a quelqu'un qui soit leader, quelqu'un qui prenne le bâton et qui dise, hey, Don Garber, on check, là. Mets-moi au moins 3 ou 5 Canadiens parce que c'est bon pour la Ligue. Puis ce qui est bon pour la Ligue, ce qui est bon pour le Canada va être bon pour ta Ligue aussi. Mais là, ils n'ont pas communiqué. Il était dans son sous-sol, Victor Montagliani, probablement à jouer au dehors avec Nick Bontis, puis à se demander combien on se donnera en salaire. C'est lui qui s'est assuré, puis ça, je le sais, qu'il y ait au moins un minimum respecté, parce que on était prêt pour certains à l'enlever, ce minimum-là. Ouais. Là, maintenant, oui, maintenant, qui est à la barre et dans les discussions avec la MLS et pour continuer à faire éclore, là, il y a la partie que tout le monde fait paraître comme CSB, c'est l'ennemi numéro 1. N'oublions pas, le CSB donne 3-4 millions par année à l'Association canadienne. Et son but, c'est de faire grandir l'écosystème du soccer canadien. Donc, les équipes de jeunes, la CPL et autres. Là, qui est là-dedans pour s'assurer que la structure soit bien en place, pour que l'argent, quand il est dépensé, ça va au moins 15, moins 17, moins 20, chez les filles, chez les gars. L'équipe masculine a un bon pactole. Non, parce que là, ce que je vois de l'équipe masculine, c'est j'entends ce que quand moi, j'étais là. Ah, ben là, on ne voyage pas de première classe. Oui. On n'a pas assez d'argent pour les camps, on n'envoie pas les joueurs. Sean Fleming, à l'époque, il avait dit on a les mêmes listes depuis 3 ans parce qu'on n'est pas capable d'aller faire des détections dans l'Est du pays. Il gardait les mêmes jeunes. Les listes de jeunes, si tu embarques dans l'équipe canadienne à 14 ans, tu restes là jusqu'à 22 ans. C'est là que je suis d'accord avec toi parce que là, présentement, les coachs des équipes nationales jeunes sont obligés d'aller dans les équipes MLS puis dire, hey, on va venir faire des pratiques avec vous parce que nous, on doit voir nos joueurs parce qu'ils ne peuvent pas avoir de camp. Tandis que les Américains. Ouais, mais pas seulement ça, pas seulement ça, les gars. Tu sais, la semaine passée, il y avait les gens de Canada Soccer U15 qui étaient à Montréal, qui sont venus observer les jeunes Québécois de l'équipe U15 contre le CF Montréal U15. Donc, ils tentent quand même de venir découvrir les talents des autres. Non, mais c'est ça que j'explique, c'est qu'ils sont obligés de venir s'intégrer dans le club pour pouvoir voir leurs jeunes. Exact. C'est normal, ils sont supposés venir voir les matchs, mais ils sont obligés de venir s'intégrer parce qu'ils n'ont pas de camp. Ils n'ont pas de camp pour dire, hey, venez voir, on va vous mettre en tête sur ce que nous, on travaille, on va faire des matchs amicaux pour voir comment ça fonctionne, on va vous préparer pour, là, présentement, l'équipe nationale U17 qui va en Coupe du Monde, c'est même pas s'ils vont avoir un camp. Là. Je peux dire, ils ne savent même pas s'ils vont avoir un camp, ils sont à la Coupe du Monde. Là. Donc, ils sont obligés de venir voir les jeunes dans les pratiques, dans les matchs.
essayer de leur rentrer les principes et la philosophie. Écoute, on a beaucoup de points, là. On a beaucoup de points rendus là. Est-ce qu'on pourrait te convaincre, Nick, de convaincre ton client Montfarcy d'être Canadien? Parce qu'il faut dire aux gens, Montfarcy joue pour le Claude Columbus, vous le savez assurément. Il a décidé de dire à John Herdman, je passe mon tour présentement, j'ai encore en tête, j'ai encore dans le cœur, peut-être c'est ce que tu sauras nous dire, l'Algérie. Qu'est-ce qui s'apprendrait pour le convaincre, d'après toi? Ou parle-nous peut-être un peu de son choix aussi, d'abord. Écoute, son choix lui appartient évidemment. Mo, on a pas mal de discussions là-dessus depuis le début. Puis Mo, depuis que je le connais, pour lui, l'Algérie, c'est excessivement important. Vient d'une famille algérienne, évidemment, est élevé comme Algérien. Puis je pense que c'est le cas aussi pour pas mal d'immigrants de deuxième génération, des gens qui grandissent dans une culture qui peut être différente de la tienne, la mienne. Donc, Mo se sent au moins aussi algérien qu'il se sent canadien. Donc, ayant eu l'occasion d'aller goûter au soccer là-bas en Algérie, ayant eu l'occasion de goûter au soccer ici au Canada, peut-être que son cœur en ce moment penche un peu du côté nord-africain, au niveau de la passion, au niveau du patriotisme. C'est très, très différent. Je pense qu'au Canada, on est pas mal moins patriotique qu'on l'est dans d'autres pays. T'sais, les Américains sont pas mal plus patriotiques que les Canadiens, on l'est. Puis, Pat, même si tu as porté le logo du Canada sur ton cœur, je suis pas mal sûr que le 1er juillet, tu ne fêtes pas la fête du Canada en famille dans ta cour. Tu comprends? Tandis qu'aux États-Unis, c'est le cas. Les Algériens... Ils chantent du Bryan Adams. Québec, mais non, mais les Algériens du Canada fêtent probablement plus fort leur fête nationale qui fête la fête du Canada ou la Saint-Jean-Baptiste. C'est la réalité, puis c'est le cas pour plusieurs Africains qui sont ici au Canada, qui se sentent encore ultra connectés avec leur pays d'origine. Pour Montfarcy, en ce moment, les choses vont super bien sportivement. Je joue tous les matchs avec le Claude Columbus. Il y a des gens en Algérie qui le surveillent de très, très près au niveau de la fédération. Nous, on a eu des discussions. Donc, en ce moment, pourquoi jump the gun? Pourquoi se dépêcher à faire un choix sur sa carrière internationale quand il commence à s'installer dans une équipe MLS, à jouer tous les matchs? Et il y a le temps. Il y a rien qui presse. D'ici la prochaine Coupe du Monde, il y a du temps. Donc, pourquoi se presser pour la Gold Cup alors qu'il y a quand même un bon depth chart présentement au niveau de Canada Soccer? Il y en a d'autres des right wing backs qui peuvent faire la job en ce moment. Donc, il se sent pas pressé de prendre une décision. Puis ça veut pas dire qu'il refuse le Canada à tout jamais. Ça veut juste dire qu'en ce moment, il sent qu'il peut se permettre d'être patient. Exact. Il évalue. En même temps, Pat, en Algérie, là, c'est avec le dernier rassemblement, j'ai regardé, je connais pas beaucoup, m'excuserez, je connais pas nécessairement de fond en comble l'équipe d'Algérie, mais c'est il y a un joueur de Bastia, il y a un joueur de Sampdoria, puis il y a un autre. Oui, la concurrence est là quand même. Là. Pardon? Ça va pas, même si je choisis pour l'Algérie, c'est pas comme si ouais, j'ai une place assurée. Non, c'est ça. Non, puis le Canada en ce moment, les right backs, c'est Laria, ZBG, puis Dominique Zator. Moi, je vais te dire, ça revient à notre conversation d'il y a juste quelques instants. Beaucoup de jeunes, puis c'est normal, ça, là, Montfarcy, c'est la réalité pour les États-Unis, puis pour d'autres nations qui ont même en France, binationaux, parce qu'il y en a qui voient comme, j'ai pas de chance pour jouer l'équipe de France, je vais peut-être aller jouer pour l'autre nation qui, j'ai peut-être plus d'attachement, parce que culturellement, je grandis plus dans cette culture-là que dans l'autre. Et aussi, quand je te parle qu'il n'y a pas de camp. Regarde, moi, plus jeune, j'aurais peut-être pu jouer pour l'Haïti, mais moi, depuis l'âge de 13 ans, je suis dans des camps de l'équipe nationale canadienne. Et j'en ai fait régulièrement. C'est-à-dire, j'ai eu un attachement, pas juste au Canada, mais je voyais les gars d'Ontario, Colombie-Britannique, ça devenait des amis, ça devenait une petite famille. Moi, de U13, U14, U15, j'ai grandi avec Julian de Guzman, à Thibaut Hutchinson. Je les ai vus à travers les équipes nationaux. Parce que nous, on en avait 3-4 camps par année. Et j'ai grandi plus avec l'équipe nationale parce que c'était ma route à devenir professionnel. Donc, j'ai eu un attachement de jouer pour le Canada. J'ai eu un attachement à jouer avec les mêmes gars que je joue. Montfarcy, il a commencé à être découvert beaucoup plus tard. Puis, je crois que c'est l'équipe olympique qui l'a sélectionné. Là, si lui, il avait été détecté plus tôt, ou du moins connu plus tôt, peut-être qu'il aurait été dans les moins de 20 ans. Peut-être qu'il aurait senti comme, OK, Canada me donne une opportunité. Puis même s'il se serait arrivé, à l'arrivée où ce qu'il est maintenant, il joue bien, il travaille beaucoup pour avoir un nouveau contrat, avoir des assurances financières, parce qu'en tant que joueur, ta carrière, elle est comme ça. Puis là, il se dit, peut-être qu'un bar va me dérouler le tapis rouge.
Puis notre ami Balou, il a fait la même chose. Canada, il n'était pas trop content. Il voulait peut-être jouer pour la Côte d'Ivoire en même temps. Puis à un moment donné, ben, un a fait le lobbying où il a vu qu'il avait une plus grande opportunité de vraiment aller jouer. Et puis que là, il a fait le choix pour le Canada. C'est particulier quand tu es binationaux. Puis il a dit, Nick, oui, il a un sentiment parce qu'à l'Algérie, puis il a été joué en Algérie, fait qu'il a vu, oh, le foot là-bas, c'est encore plus qu'au Canada. Mais à la fin, quand il va signer son nouveau contrat, il va peut-être voir comme, OK, il y a Richie Laryea, il joue partant. Peut-être que John Herdman a besoin de l'appeler régulièrement, comme Aiden Morris. Vous avez vu aux États-Unis, on a su qu'il était Canadien, on ne savait pas. Mais dès qu'ils ont su qu'il était Canadien, je te dis tout de suite, les Américains, ils ont fait un peu plus, hein? Pour s'assurer. Non, mais guys, laissez-moi vous dire une chose, mais pour Aiden Morris, même les gens du crew ont eux-mêmes appelé le Canada l'année passée. Oui. Pour dire, hey, notre gars, là, il a un passeport canadien, puis il pourrait être intéressé. Et à ce moment-là, le téléphone n'a pas sonné rapidement là, pour Aiden Morris. Ça a sonné sur le tard. Pour Zach McGraw. Ce qui est arrivé pour Zach McGraw, il mangeait avec Dan Sinclair. Ben oui. Dan Sinclair, le gardien canadien qui a appelé le Canada et dit, en passant, Zach McGraw, sa grand-mère est canadienne, il pourrait jouer pour nous. Puis là, regarde, Morris, juste pour finir, Morris, les Américains ont fait comme, hey, 2 minutes, on va pas perdre ce gars-là. Là. Quand il est l'équipe nationale, puis je ne vais pas dire, peut-être que Morris se penchait plus pour les États-Unis, mais moi, je me rappelle, il a fait un tweet ou il a fait un Instagram, il a dit, we'll see, ça c'est Aiden Morris, c'est qui me démontre le plus d'intérêt. C'était ça son tweet, là, ou son Instagram post. Puis là, les États-Unis ont sûrement fait du lobbying, viens-t'en, puis voilà, puis là, il joue pour les États-Unis, puis il va participer à la Gold Cup, et il est parti à présent. Puis le Canada aurait peut-être pu, hey, viens au camp, on va te faire jouer, t'es un partant. Même si c'est juste pour faire un match, là. Puis après ça, il est tied to Canada. Mais bon, voilà, ça, c'est des histoires qui vont toujours récurremment arriver avec le Canada parce que c'est un pays où il y a beaucoup de binationaux. On va rester dans la même optique, là. Ça nous importe ici à Montréal. Puis, Nick, c'est pas ton joueur, mais Mathieu Choinière, est-ce qu'il a été boudé par le Canada? Pour toi? Oui. Nick? Ah, c'est ma question à moi. Ouais. Oui. Ce gars-là aurait dû être sur la liste dès le départ. Là. Il aurait dû être appelé. Et même qu'on appelle Liam Fraser par la suite avant de l'appeler lui, pour moi, c'est une calomnie. Là. Et je peux pas trop parler, je peux pas trop en dire. J'ai pas envie de me mettre personne à dos, mais pour moi, ce gars-là, si tu es venu voir un de ses matchs en vrai, si tu t'es assis au Stade Saputo ou n'importe où ailleurs en MLS, tu as regardé ce gars-là jouer, c'est pas le gars le plus talentueux dans aucun aspect du jeu. C'est juste le gars qui va trouver une façon de te faire gagner et qui va tout donner sur le terrain. Puis tu en as besoin de ces joueurs-là avec le Canada actuellement. Il aurait amené quelque chose de complètement différent. Donc, oui, ce gars-là, je sais pas pourquoi il a été boudé. Je sais pas ce qui se passe exactement, mais ce gars-là aurait dû être appelé dès le départ. Pat, parce que moi, je l'ai de la bouche du cheval. Il n'y a pas beaucoup de communication. En fait, s'il n'y a pas de communication avec Herdman et Mathieu Choinière et ou n'importe qui d'autre du staff. Là, Pat, ça aussi, tu vas te dire, tu vas peut-être marcher sur des œufs, mais je vais y aller quand même. Tom McGill, là, ça c'est le 3e gardien de but présentement. Il est de la réserve de Brighton. Il n'y a pas un certain Jack Stern, l'ancien coach des gardiens de but du CF Montréal qui est à Brighton présentement. Oui. Si Jack Stern pogne le téléphone, je suis sûr que Tom McGill, l'équipe canadienne doit avoir l'impression que, écoute, je sais pas, c'est le futur... c'est le futur Iker Casillas, probablement. Connaissant Jack Stern, quand il doit parler de Tom McGill, tu dois avoir le goût de le rencontrer, ce gars-là, puis le goût de le voir jouer. Il n'y a pas personne qui peut faire ça pour Mathieu Choinière. Il n'y a pas du monde dans le staff qui a déjà été aussi à Montréal. Il n'y a pas du monde. C'est intéressant que tu dises Thomas McGill, parce que ça apporte à Jonathan Sirois. Puis Jonathan Sirois, je vais revenir à il y a 1 an, Dane Sinclair. Dane Sinclair, 2e gardien de but à Minnesota. Premier gardien de but se blesse, Dane Sinclair rentre, joue un excellent début de saison. Qu'est-ce qu'on fait? Dane Sinclair should be at the national team. Pourquoi il n'est pas là? Puis James Pantemis, qui était 3e gardien de but, joue plus, perd sa place à Breza. Et qui rentre en 3e? Dane Sinclair. Là, présentement, pourquoi Jonathan Sirois, qui a la même situation ou très similaire à Dane Sinclair, n'est pas à la Gold Cup? Thomas McGill, je suis désolé.
Je comprends, il a joué pour l'équipe nationale Angleterre des moins 17, moins 15. Mais en Angleterre, présentement, il y a peut-être 10 ou 15 gardiens de but en Premier League anglais ou en Championship qui sont devant lui. C'est un jeune gardien de but qui est bon. Donc, est-ce qu'il va jouer à la Gold Cup? Vous avez vu le match d'hier? C'est Milan Borjan. Je suis pas mal certain que Milan Borjan va jouer tous les matchs. Au pire, on va peut-être mettre Dean Sinclair. Donc, Thomas McGill, il est là, pas pour être captain, dit, selon moi. On aurait pu l'emmener en septembre, en octobre, à un match amical. Jonathan Sirois. Là, le CF Montréal est content parce que Jonathan Sirois, lui, au lieu d'être sur le banc, troisième gardien de but, il va jouer samedi prochain, dans la semaine. Fait que lui, il continue sa croissance. Là, Mathieu Choignard, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il a dit, Nick, Steven Eustáquio a décidé de dire, moi, je veux du repos, je veux retourner, je veux progrès. Fait que qui qu'on a appelé? Ali Ahmed. Puis j'ai rien, Ali Ahmed, je l'adore. C'est un excellent joueur. Il mérite d'être là. Mais Mathieu Choignard, ils l'ont vu en octobre, en novembre. De ce que j'ai compris, ils ont dit, ouais, on va attendre au prochain match amicaux, qu'on ne sait même pas s'il va avoir au mois de septembre, octobre pour Mathieu Choignard. Mais Mathieu Choignard, il y a quelques mois, là, mais encore là, était avec Richie Laryea, les meilleurs Canadiens en activité en MLS. On peut rentrer mot farci là-dedans, les Canadiens, mais il n'a pas encore choisi pour qui. Donc, pourquoi Mathieu Choignard n'est pas automatiquement là à la Gold Cup? Normalement, exact. Il devrait. Là, tu me dis Lotouri, Zator, je comprends, CPL, il est allé en Europe. Là, après, la partie que je veux dire, c'est qu'un coach a ses, j'ai pas dit préférence de joueur, mais ses préférences de style de joueur. Puis, pour moi, Liam Fraser, il l'a vu déjà plusieurs fois, il est venu dans des camps de qualification, donc il connaît ici. Liam Fraser connaît la façon d'opérer de John Herdman. Fait qu'il s'est dit, je prends quelqu'un, j'ai pas vraiment besoin de mouler. Mais en même temps, on est allé chercher Bombito, qui a jamais apparu à l'équipe nationale canadienne, et on l'a apporté. Parce qu'on voit dans lui un certain potentiel. Donc, Mathieu Choignard, pour moi, il devrait être là. Il devrait avoir. Pas seulement ça. Là, il y a le retour d'un unattached là, dedans. Là. Witherspoon est là. Ça n'a pas d'allure. C'est les mêmes affaires. Je reviens. La stupidité, c'est de refaire la même chose plusieurs fois, la même erreur plusieurs fois. Là. C'est ça qu'on fait. Tu dis, c'est comme dans mon temps, mais c'est encore comme dans ton temps. C'est un peu un scandale. Nico? Liam Fraser n'a pas joué de match depuis le mois de mai en plus, donc c'est pas nécessairement dans la plus grande des formes. Alors que Mathieu Choignard, en ce moment, il est en pleine forme. Petit truc à la cheville. Je ne sais pas à quel point, Pat, tu dois le savoir plus que moi, à quel point il aurait été capable de jouer ces matchs de Gold Cup-là. Deuxième des choses, on n'est pas dans une fenêtre obligatoire de la FIFA. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière tout ça? On sait qu'il y a déjà eu... Est-ce que le Canada et le CF Montréal travaillent bien ensemble? C'est ça? C'est ça. C'est ça là-dessus. C'est ça là-dessus. C'est ça. Mais en même temps, il y a deux choses. Est-ce que c'est la relation? Ça aussi, c'est un scandale en termes de leadership. Si la relation du club et l'équipe nationale, alors que tu as 3 équipes de MLS, 3 équipes au top, la relation n'est pas bonne, il faut travailler là-dessus. Et l'autre affaire, moi, je reviens là-dessus. Il y a Mauro Biello, notamment dans si Jack Stern parle bien de Tom McGill, y a-tu quelqu'un qui parle bien de Mathieu Choignard? Oui, mais la décision revient à John l'équipe première, c'est moins là. Oui, mais John Herdman a la décision à la fin, de toute façon. Mais que Mauro parle bien de Mathieu Choignard, c'est John Herdman qui a... Là, regarde, dis-toi, il y a 1 an, il y avait 6 gars du CF Montréal dans la sélection. 5 à 6 gars régulièrement appelés. Parce qu'il y avait Alistair Johnston, il y a Ismaël Koné. Puis Ismaël Koné, c'est un peu la même histoire. On avait passé no-name. Il rentre dans l'opératoire, on lui donne une opportunité. Là, cette année, il y a un gars. Zach Brault-Guillard. Donc, comment tu passes de... Tu avais 6 gars, puis je comprends qu'il y en a deux qui ont été transférés, mais tu en avais plusieurs, puis là, maintenant, tu n'en as qu'un. Donc, c'est ce qui est un peu étrange dans... Parce que quand tu parles de Liam Fraser, là, Waterman est dans la même affaire, ils le connaissent un peu plus, il est allé à la Coupe du Monde, techniquement, Waterman aurait dû rester... Normalement, là, je comprends. Moi, on m'a dit, en profilage, on veut des défenseurs qui ont un caractère plus athlétique. Non, je comprends. Mais quand même, okay. Moi, j'ai eu un match l'autre jour, Waterman, ça relance la façon que le Canada veut jouer. Ben, Waterman, je trouve que ses compétences fit à un Victoria qui est dans la porte de sortie. Ben, Waterman a un peu les mêmes composantes, plus jeune, peut-être même plus rapide. Donc, c'est là que je trouve que on revient à, je comprends, on garde les mêmes types de joueurs, on devient confortable à avoir les mêmes joueurs. Mais si on est en France ou en Angleterre, des joueurs comme Mathieu Choignard, là, des Jack Grealish de ce monde, quand ça va bien, qu'est-ce qu'ils font? Le public, les médias, tout le monde, hey, he has to be in the national team. Et on l'invite.
On lui donne une Ah ouais. opportunité. Et là, nous autres ici, ça fait comme il y a un peu de lobbying avec Mathieu Choignard. Mais tellement que ça va bien, puis John Herdman, c'est comme ben, c'est correct. Mais c'est pas les 75 personnes sur Twitter qui vont venir changer une exactement. décision non Non, mais plus. ça ne devrait pas le Ça, faire aussi. Qui sait qui doit gérer en fonction de Twitter? Là, Non, mais je veux dire, Exactement. ça serait un luxe. Question. Ce qu'on Si dit c'était en comme... Europe, là. Si on Non, était non, en mais Europe, je suis d'accord, mais... quelqu'un poserait la question, why isn't Mathieu Choignard not on the national team? Exact. Why Il y is aurait it un journaliste. tous les fois. Parce que Il y aurait des journalistes. Mais les gars, ça, là, et c'est ça depuis même que j'étais journaliste. Malheureusement, il n'y a pas assez de journalistes ici, au Canada, qui ont, des connaissances, OK, nécessaires, et de deux, la hargne nécessaire pour aller au bat. Il y en a un journaliste qui va poser les vraies questions, mais une fois de temps en temps, il est un peu dans le champ, tu sais. Mais en même temps, il va poser de vraies questions. Tu sais, ça ne dérangera pas de se mettre du monde à dos pour poser des vraies questions. Mais il n'y a pas énormément de gens, Fred, qui vont aller au micro puis dire comme hey, c'est quoi la logique derrière? Moi, John Herdman va répondre. John Herdman va répondre. OK, ben je ne l'ai pas invité à cause de ça. Mais il a répondu, il a justifié comme il voulait, John OK, Herdman. puis après, mais relance, Fred, relance. Parce que relance là-dessus. Moi, je vais vous dire, écoute, parce que puis là, j'envoie peut-être trop de messages codés, là, mais ça vient me chercher. Moi, je reviens puis ça va revenir à Nick DeSantis, on va le nommer, qui a dit à Tony Marinaro, hey, Mathieu Choignard, il a posé comme question en gros, puis là, je le prends hors contexte, là. Il a dit, Mathieu Choignard, hey, il est bon cette année. Il dit, ouais, mais quand je me rends compte que Mathieu Choignard, c'est ton meilleur joueur, c'est que ton équipe a un problème. C'est cheap! C'est cheap! C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Ton équipe n'a pas de problème quand ton joueur issu de ton cru qui gagne à peine, même pas 300 000, est ton meilleur joueur sur le terrain. Entoure-le bien, puis il est capable d'aller loin, Mathieu Choignard. Si tu compares à Philippe Lafroy, qui était derrière ses joueurs, qui est allé dire, puis vous allez dire, c'est un jovialiste, Philippe Lafroy, puis c'est sa gang. Non, il croit à Mathieu Choignard pour de vrai. Il a dit à Olivier Brett, il a dit, non, ce gars-là, à chaque fois qu'il joue avec des meilleurs, il lève son jeu d'un cran, puis on peut penser à l'Europe pour Mathieu Choignard. Hey, il y en a combien des Christy de bourrins en Europe c'est pas parce que tu es européen que tu sais plus jouer au ballon que Mathieu Choignard aussi. Va-tu falloir se le dire? Puis quand les gens du club même sont pas capables de le dire, sont pas capables de le vendre à John Herdman non plus, on est dans le schnock. Je te comprends, Fred, mais moi, je mets même pas Nick DeSantis. Ça, c'est Nick. Je parle de culture. Je parle pas de Nick en général, je parle de culture montréalaise. Mais à la fin, normalement, Mathieu Choignard, médiatiquement, je te dis, si on était dans un autre pays, la question reviendrait quand même. Il performe en championnat. Pourquoi il n'est pas sélectionné? On lui posait tellement la question qu'à la fin, il sélectionnerait même s'il ne voudrait pas. Là, puis John Herdman. C'est plus ça mon point. C'est plus là mon point. C'est là mon point, en fait, Pat. On est d'accord là-dessus. Je suis pas en train de... Non, je suis d'accord avec toi. Je te dis moi, ce que je peux dire, c'est que tu vois, nous, ici, on n'est pas tous sous le même bandwagon, ça peut dire. Puis je parle Toronto, Montréal, Vancouver. Le gars à Toronto, il ne va pas dire « Why is it Mathieu Choignard being brought up? » Parce qu'en France, peu importe que tu viennes de Paris ou de Marseille, si tu joues à l'Olympique de Marseille ou Paris Saint-Germain, puis tu es un bon joueur français, ils vont dire « Pourquoi il ne joue pas en équipe nationale? » Nous, le gars de Toronto ne va pas dire « Pourquoi tu n'as pas sélectionné Mathieu Choignard quand tu as sélectionné? » Le gars de Montréal va peut-être pas dire, il va pas dire non plus pourquoi tu as choisi. Contre-argument, je suis pas d'accord avec cette question de journaliste, cette point de vue-là. Je suis pas d'accord avec vous autres. Contre-argument, Karim Benzema. Combien de fois il a opposé à Deschamps? Benzema, il joue-tu? Il l'a pas pris. Oui, mais ça, je comprends, mais on l'a pesé. Puis il pesait pendant des années, on lui a posé la question, même quand c'était déjà compris qu'il allait pas l'appeler. C'est juste pour dire, ils mettent une pression. Son nom revenait toujours à la scène parce qu'il performait. Là, je dis pas qu'on aurait choisi Mathieu Choignard. Moi, je dis juste que là, John Herdman, il dit il veut mettre la pression sur Soccer Canada, il faut mettre plus d'argent. Il doit vivre avec la pression que le monde va s'attendre à ce qu'il y ait certains joueurs qui soient appelés plus que d'autres. Parce que là, on revient, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des joueurs qui sont sélectionnés parce que je sais, ils sont déjà allés au camp, ils les connaissent, c'est plus facile qu'eux autres, ils rentrent dans le camp puis ils connaissent sa façon de fonctionner, comme un peu un club. Je comprends. Tu sais que tu ne vas pas changer. C'est juste qu'il y a des joueurs, des fois, quand ils performent, ils sont supposés de rentrer dans l'équipe pour au moins dire « Je t'ai donné ta chance. Tu l'as pris, tu ne l'as pas pris. Too bad. » Parce qu'hier, moi, dans le match,
pas mal sûr que Mathieu Choignard aurait fait. Puis s'il parle de compétiteur, ben Mathieu Choignard, c'est peut-être le plus grand compétiteur qui est au CF Hey. Montréal. Ben Donc, oui, puis je veux pas dire non plus, je veux pas dire, c'est pas Zidane, là, mais entendez-moi bien, parce qu'on est les premiers, et puis tu parles des médias sociaux, les forces, on est les premiers à dire Samuel Piette, qui a eu l'affront de pas jouer à la Coupe du Monde, hein, aussi, en plus. Choignard, ah ouais, c'est Choignard, il est bon, mais c'est un regarde, petit Québécois. je vais donner un exemple. Notre propre soccer, on se tire dans le pied Non, avec mais je donne un exemple. l'attitude de Le Choignard. dernier match des Ligues des Nations, c'était le dernier match de Atiba Hutchinson. Okay? Ah J'ai ouais. entendu beaucoup de monde dire Hey, why didn't you play Atiba? You know, he could have came in, he could have helped you. C'est pas comme si tu donnais un bonbon. Il aurait pu rentrer pour 10 minutes puis il t'aurait aidé. Personne n'y a posé la question. En tout cas, du moins, je ne suis pas au courant qu'on lui a posé ces questions. On a juste dit Ah, too bad for Atiba. Hey, ton joueur capé qui est présentement, pour moi, le GOAT, parce qu'on sait qu'Alfonso, il l'est, mais il va le devenir, puis tout ça. Mais donc, pourquoi ce gars-là n'aurait pas pu t'aider pour 10 minutes, 15 minutes, avec toute l'expérience qu'il a dans une finale? Le gars, il a joué des finales en Turquie, il a joué des matchs de Champions League, mais est-ce qu'on a mis la pression sur John Herman? Oh. Non, mais c'est son boss qu'il faut qu'il mette la pression. Puis c'est qui son boss? C'est l'Association canadienne de soccer. La présidence, c'est pas leur job de lui poser des questions techniques. C'est leur job de lui poser des questions pourquoi on n'a pas gagné la finale. Moi qui est au chalet pour me reposer, tu vas me choquer. Tu vas me choquer. Hey, on va prendre une pause, OK? Parce que voir que je libère du steam. Vous êtes toujours sur 11 Montréal, Nicolas Martineau, Patrice Bernier et moi, Frédéric là. On va faire une pause, puis on va continuer de parler d'entraîneurs puis d'entraîneurs canadiens au retour. Restez là. OK, j'ai eu le temps de dépomper un peu. Nicolas est là, Patrice est là. Patrice, tiens, on va commencer avec toi. Puis réponds. On est au chalet en plus, là, tu es exemple zen. Non, je suis pas zen. Non, je suis pas zen. À un moment donné, là, ça me rattrape. C'est bon. Ils vont m'avoir. Ils vont m'avoir, je te le dis. Est-ce que les stars italiennes de Toronto ont eu la peau de Bob Bradley, oui ou non? Commençons par ça. Pat? Non. Je dirais que c'est les résultats qui ont vraiment tué Bob Bradley. Là. OK. Parce que regarde, même après l'histoire Bernardeschi, ils ont eu un petit mini-résultat. Ils l'ont maintenu en fond. Ils ont toujours vote de confiance. Mais là, regarde, ils ne gagnent pas. La réponse est comme, OK, c'est peut-être pas Bernardeschi, c'est peut-être pas. Mais là, ils ont la réponse, ils ne gagnent pas. Donc, puis là, ils vont peut-être regretter, se dire, on aurait dû peut-être le faire il y a 4-5 matchs. Mais je pense que c'est tout simplement, ils voient que fallait changer leur bord parce qu'ils ont toujours une possibilité en MLS de se relancer, mais je pense plus que c'est les résultats qui n'ont vraiment pas aidé Bob Bradley depuis. Écoute, je pense qu'ils ont comme 2 victoires sur la route en 25 matchs, 30 matchs depuis l'année passée, ou même au total. Là. Fait que c'est vraiment, si tu regardes le track record, Bob Bradley, je suis désolé, mais c'est ça qui l'a tué plus que même l'histoire de Bernardeschi et sa sortie publique. Là. Est-ce que c'est un problème? On parle de structure depuis tout à l'heure avec l'Association canadienne. C'était un directeur sportif, ou du moins c'était lui qui était des directeurs techniques en plus d'être entraîneur. Nicolas, ça se fait plus en MLS, non, en ce moment? As-tu ce sentiment-là? Parce que toi, tu es en constante relation avec les différents directeurs sportifs ou adjoints ou directeurs, ainsi de suite. C'est très, très difficile. C'est très, très difficile quand ton boss, celui qui te met sur le terrain, c'est aussi celui qui négocie les contrats, puis celui qui t'a amené au club, puis celui qui décide de qui il va vendre ou de qui il va se débarrasser. C'est excessivement difficile à gérer. Et dans ce temps-là, j'ai l'impression que plus tu as de gros égos dans ton équipe, ben, plus ça peut mener à des problèmes. Et dans ce cas-ci, je pense qu'on a le meilleur exemple qu'effectivement, peut-être que les deux auraient dû être séparés dans un contexte où tes grandes stars sont aussi parmi les plus grandes stars de la Ligue, puis tes grandes stars internationales. Parce qu'à la fin, c'est sûr que là, on l'a vu le bras de fer. Le bras de fer, mine de rien, du côté de Toronto FC, on a décidé de quand même... on a décidé de laisser Bob Bradley en place parce que je pense qu'on voulait pas se faire intimider par les grandes stars. Mais à la fin de la journée, clairement, on l'a vu. Ils ont eu raison de sa peau pareil. C'est là où je suis un peu en désaccord avec Pat parce qu'à la fin, c'était intenable quand même. C'était intenable parce que le gars qui signe ton contrat peut pas être le gars qui décide qu'il te fait pas jouer ou qui te punit. Donc, non, je pense pas que ce soit tenable. Juste, Nicolas, rapidement, là, sans nécessairement trahir de secret, quand tu parles au Toronto FC d'un joueur en général, est-ce qu'il y a un gros staff ou c'était surtout Bob et son adjoint?
Bob est celui qui prend les candidatures pour la première équipe, mais il y a quand même plusieurs personnes autour de lui qui prennent et ça dépend toujours. Hein, quand tu présentes un joueur en MLS, tu sais selon la grosseur du joueur à qui tu vas l'envoyer dans l'équipe. Donc, OK. joueur de calibre DP, tu vas peut-être l'envoyer au grand décisionnaire. Joueur de calibre 23 à 26 dans les roster spots, peut-être que tu vas l'envoyer au scout ou peut-être que tu vas l'envoyer au coach de la réserve. Ouais, Donc, ça dépend essayer de toujours. trouver ton Faut champion toujours à travers. savoir. Essayer de trouver ton champion à l'intérieur de la Ex- structure, en quelque sorte. Tu pourrais. Voilà, celui qui va travailler pour ton joueur. Pat, juste ce niveau-là, moi, ça m'a fait penser parce que Tata Martino revient avec l'Inter Miami. C'est la même affaire. Tata Martino ne sera pas directeur sportif. Il ne l'était pas à Atlanta, puis c'était ça, le succès. Moi, ça m'a fait penser aussi à Rémi Garde aussi, qui est arrivé. On lui a donné ce double poste-là, puis il me semble que c'est de plus en plus une évidence. Même si c'est pas aussi simple que ça peut se paraître, comme du Nicolas aussi, il y a des adjoints qui s'en occupent. Tu peux pas être les deux aussi, je pense. C'est parce qu'il y en a qui connaissent les rudiments de la Ligue. Je pense à Bruce Arena, puis je pense à Peter Vermees. Fait que, tu sais, c'est compris dans cette structure-là, mais c'est pas régulier. Parce que Bob Bradley, n'oublions pas, à LAFC, il a eu du succès, mais il y a quelqu'un qui a été chercher les joueurs et lui, il était l'exécuteur sur le terrain. Ça a bien fonctionné parce qu'au lieu de te concentrer tout le temps à deux choses, ben, toi, tu viens sur le terrain, puis tu sais qu'on te donne le talent. Puis à la fin, toi, c'est à toi de trouver la solution que les talents vont faire. Puis comme il l'a dit, c'est vrai, Nicolas, ben là, tu es en train de négocier avec des joueurs, puis tu es en même temps en train de être une réalité de qui tu fais jouer. Donc, c'est toujours. Et tu parles de Peter Vermees, juste comme comparatif. Peter Vermees à Casey, c'est un monstre à deux têtes avec Brian Bliss. Brian Bliss va s'occuper de la négociation initiale, de la mise en relation et tout ça. Puis à la fin, Peter Vermees va prendre les décisions. C'est lui le big boss, tout le monde le sait. Ouais. Mais il y a un monstre à deux têtes. Tandis qu'à Toronto, on n'avait pas l'impression qu'il y avait un monstre à deux têtes. On avait l'impression que le monstre, tu sais, oui, Bob Bradley était épaulé, mais c'était le grand patron de toutes les décisions, de la mise en relation, etc. Donc, quand même Là, différent, alors que. ils l'ont dit, c'est Jason Hernandez qui va être GM, mais c'est Bill Manning qui va s'occuper des cas plus particuliers, puis que l'autre va faire un peu l'intra-ligue, la MLS, les choses qu'il sait que c'est pas sa force, puis l'autre va dire, ben moi, je vais signer les joueurs que je veux faire signer, que le club ou les spectateurs, et je pense qu'on mérite à Toronto. Donc, c'est particulier, je trouve, toujours quand tu es coach. Tu sais, je pense que c'est en Angleterre qui est la situation où c'est manager, mais le manager, Alex Ferguson ou Alex Sven Wenger, il a un coach qui est le first team coach. C'est lui qui exécute sur le terrain. C'est lui qui fait les pratiques. L'autre, c'est plus un gestionnaire. Là, Bob, il fait les pratiques et il fait les contrats, où il faisait. C'est là que je trouve que c'est difficile. Tu ne peux pas te concentrer aux deux à la même force. Surtout dans la réalité où ce que là, en plein milieu de saison, là, ben, t'es comme, attends, on a besoin de quelque chose, il faut que je contrôle avec les agents comme Nicolas, puis en même temps, il faut que j'aille sur le terrain, puis je vois la situation que je deal avec des Bernardeschi et des Insigne de ce monde. Fait que, tu sais, on voit souvent, en plus, t'as l'autre gars qui a, je sais pas si Jason Hernandez était vraiment très impliqué quand c'était Bob. Peut-être tu as besoin aussi d'un autre gars, parce qu'Olivier Renard, puis avec Vassili, ben, ça fonctionne quand même assez bien à ce niveau-là. Les deux, Ben, c'est plus compliqué. Là où c'est plus compliqué, c'est que ces gars-là, comme les Jason Hernandez de ce monde, ont aussi à gérer une équipe MLS Next Pro. Donc, une autre masse salariale au complet, un autre roster complet de joueurs professionnels. Donc, ça devient beaucoup, beaucoup de jobs sur les épaules d'un seul homme à partir de ce moment-là. Tu sais. Oui, puis je ne serais pas surpris que les équipes ont un autre assistant gérant qui s'occupe de l'équipe MLS Next Pro parce que tu t'occupes de 40 à 50 joueurs maintenant au lieu de juste 20-25. Mais regarde un Columbus Crew, par exemple. Columbus Crew, ils ont Tim Bezbatchenko, qui est possiblement l'un des meilleurs GM de la Ligue. Il a Corey Ray avec lui, qui est l'assistant rêvé de tout homme. Et Issa Tal, qui est l'espèce de bras droit de Bezbatchenko. Donc, ils sont trois qui pourraient gérer. Ils pourraient tous gérer une équipe MLS. N'importe quel de ces trois gars-là peut être GM n'importe où dans cette ligue-là. Mais ils sont trois pour gérer la réserve et l'équipe première. Et ça fonctionne très bien jusqu'ici. C'est le dernier match aussi. Je pense qu'on s'accorde tous pour ça. Michael Bradley, premièrement, on ne sait pas s'il va rejouer cette saison, mais une chose est pas mal sûre, je mettrai ma main au feu, en 2024, on ne verra pas Michael Bradley avec le maillot rouge. C'est pas mal sûr.
maillot Ça du va TFC. surpris que Michael Bradley devient coach quelque part à Toronto FC. Ouais. Parce que À juste de passer Toronto? ses licences en plus. Donc, Ouais. ouais, Ben, les échos, c'est qu'il y a un plan. Moi, je pense que Toronto FC a une place pour Michael Bradley dans son échiquier de club. Peut-être qu'il sera MLS Pro, MLS Next Pro, un jour potentiellement coach MLS, mais Michael Bradley, il est plus grand que nature là-bas, puis je pense que c'est normal qu'on le voit être dans le club, dans une fonction. Peut-être assistant gérant, peut-être MLS Next Pro coach, peut-être dans le staff dans le futur, mais moi, je vois Michael Bradley se maintenir dans l'organisation du Toronto FC. OK, comme on Ce parle de que je trouve structure. particulier, Oui, vas-y. et je veux juste dire un petit point rapidement sur Michael Bradley, Pat, et je vais comparer avec ta situation à l'époque où tu jouais encore à ta dernière année, mais Michael Bradley, les fans, je les trouve excessivement sévères à son endroit. Sur les réseaux sociaux, ça en donne à cœur joie. Et moi, je me pose la question, si je suis Michael Bradley, j'ai-tu le goût de rester à l'emploi d'un club où les fans me traitent de cette façon-là parce que je suis plus au paroxysme de ma Mais, carrière. Donc, si tu regardes les commentaires, ils sont excessivement durs. Toi, je veux dire, tu avais beau jeu de rester à Montréal, puis de continuer à coacher, puis de continuer à être dans l'organisation parce que tu étais encore adulé par tous et chacun. Tandis que Michael Bradley, en ce moment, peut-être à cause de la façon dont ça allait avec son père aussi, c'est comme si ça avait été, malheureusement, avait reçu des éclaboussures des performances sportives. Michael, là, ce que j'ai vécu avant 2017, c'est que tu t'en viens vieux, puis on veut trouver une excuse. Bah, on trouve que tu as vieilli et on pense que tu es moins efficace, quand moi, je pense qu'il avait toujours l'efficacité, peut-être pas autant le volume. Mais là, c'est un bon point. Là, tu as l'aspect émotif spectateur, mais comment Toronto FC traite Michael Bradley? C'est ça qui va être plus important pour Michael Bradley, de comment il reste pour moi dans l'échiquier de Toronto FC. Je pense que sa relation avec Bill Manning, si elle est toujours bonne, ben Michael Bradley, il aura une place où je pense Bill Manning se dit, si tu veux rester au Toronto FC, tu auras une place ici. Peu importe même que peut-être il va jouer une autre année ailleurs parce qu'il représente le succès à ce club-là et la phase de succès. Donc, je ne serais pas surpris que Michael Bradley reste au Toronto FC dans une fonction ou une autre dans ce club. Mais non, ça reste à voir. Ça, c'est si Bill Manning reste. Oui, après ça, si les choses reparlera. changent dans le club, là, mais Bill Manning a quand même dit qu'il va changer tout dans le club, de médical au coach des jeunes. Et après ça, on ne sait pas. Hein, la MLSI vont peut-être se dire, ben, nous autres, peut-être aussi, on a besoin de changer. Ils se sont embourbés, MLSI, parce qu'ils ont l'argent. On parle beaucoup de Toronto, je trouve. On parle beaucoup de Toronto. Ouais, puis moi, en tant que Montréalais, je veux que Michael Bradley reste dans le marché de Toronto aussi. Moi, je trouve que j'ai toujours dit. Il faut des Lex Luthor. Montréal, c'est un bon méchant. Il faut des Lex Luthor pour que la rivalité reste aussi. OK. Hey, on finit avec un shtick, puis je trouvais que Nicolas, c'était la bonne personne pour parler de ça aussi. Je voulais faire le top 3 ou top 5 là, des équipes, des postes de directeur sportif. Tout à l'heure, on parle de structure, on parle de leadership pour le Canada, pour Toronto, et ainsi de suite. On a même peut-être pour Inter Miami, on parlait de Tata Martino tout à l'heure. Moi, j'aimerais pas ça être le directeur sportif de l'Inter Miami présentement parce que tu es obligé d'embrayer. Tu es obligé d'entourer Messi de la bonne façon et de gagner parce que si tu fais pas ça, t'es un peu un incapable. Tu es condamné à être bon parce que si t'es pas bon, c'est toi le problème. C'est pas Lionel Messi qui marche trop sur le terrain. C'est le meilleur joueur de l'histoire quand même. Fait que le shtick, c'est je vais vous donner ma liste des 3 places où, si demain matin, j'avais à me trouver un poste de directeur sportif ou un directeur technique, selon le vocable, les 3 places où, présentement, en fonction du propriétaire, du marché, des partisans, de la ville, de l'académie, puis aussi de l'effectif présentement, lesquels sont plus agréables à prendre aussi. Écoute, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis débattu moi-même, mais en ce moment, je pense que... je veux-tu vraiment dire ça? Le facile, c'est le LAFC, présentement, je pense. Écoute, ils ont une masse salariale qui est 10 ou 9e, ça dépend des références. Ils ont les moyens, ils ont toujours mis les moyens. Ils ont un stade, ils ont des partisans qui sont pleins. Ils ont une académie qui est top. Hein. Je regardais à la dernière Coupe MLS Cup, U15, ils étaient tête de série numéro 1. U17, ils étaient 7e. Non, U16, ils étaient 7e. U17, ils étaient 3e. Ils ont 2 joueurs désignés, dont un qui est sur le point de s'en aller, avec Bouanga et Carlos Vela. Ils ont de la place. Ils vont vendre des joueurs présentement.
si c'est un beau poste de directeur sportif, il est bon directeur sportif là-bas, mais c'est probablement le poste le plus intéressant présentement en MLS, le LAFC. Ben Je oui. laisse... En plus, tu deals avec Will Ferrell. Kev, donne des Ben oui. blagues autour, même. Ton boss, c'est un gars qui fait rire. Mais non, je suis d'accord, LFC. J'ai débattu avec le Crew de Columbus. Puis Nick t'en a parlé. Écoute, le Crew, présentement, c'est la 10e masse salariale de la Ligue, à peu près, 10-12. Ils sont dans le premier tiers. Ils ont 3 joueurs désignés qui sont signés pour encore quelques années, je pense, et qui sont pas mal. Zalarian, Kucho, Nagbe, je pense que tu as une bonne structure. Il faut aller trouver dans les marges. Il y a des bons recrutements à faire dans les marges avec du TAM. Leur académie est super bonne aussi. Ça, l'académie avec Laurent Courtois, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est une des académies qui est en croissance. Pour la foule, ils sont assez pleins quand même. Ils ont un nouveau stade ouvert en 2021. Le Crew de Columbus. Ils sont à un neuvième sell-out de suite, là. Ouais, 9e guichet fermé de suite. Le Crew de Columbus, c'était mon choix la plus aussi. divertissante à regarder dans la MLS. Ouais, mais ça, il faut que tu gardes ton coach pour ça. Mais ils ont aussi le meilleur right wing back de toute la MLS. Ça, c'est vraiment intéressant. Tu travailles déjà en partant avec. Et il est pas cher aussi. Et là, il fait de la promotion. Il faut qu'on mette ça en anglais. Là. Oubliez ça, il faut les sous-titres en anglais. Avant de vous donner les deux autres, si vous aviez à identifier parce que là, je regardais qui est les propriétaires les plus riches, qui ont les meilleures académies, qui ont les meilleures assistances. Atlanta, Charlotte, c'est 1-2 dans les assistances. Les partisans les plus engagés aussi. Si vous aviez à choisir, ou du moins à postuler pour un poste, justement, de directeur sportif, votre critère numéro 1, c'est le propriétaire? Ben, écoute, tu veux avoir un propriétaire avec les poches profondes, mais tu veux avoir un propriétaire qui ne s'y connaît pas tant que ça ou qui ne voudra pas se mettre le nez. Exact. Qui ne voudra pas se mettre le nez dans tes affaires constamment. Donc, Atlanta United peut être une bonne option également avec Archer Blank qui a des poches très, très profondes, mais pas nécessairement des connaissances incroyables. Centre d'entraînement qui est vraiment qui est superbe. Vous avez eu l'occasion je pense, de le voir. Leur académie est top aussi. Leur académie est top, mais c'est sûr que LAFC, écoute, c'est comme de dire t'as-tu envie de prendre en charge Manchester City? Tu sais, c'est l'équipe où il y a probablement le plus de ressources, les estrades sont pleines. Je pense que ce qui est le plus intéressant avec le LAFC, c'est la raison pour laquelle je te dirais LAFC ou même le Galaxy de Los Angeles, c'est la piscine de talent, le player's pool. Comment on traduit ça, Fred? Vas-y donc, voir. Je suis plus un communicateur. Le vivier de talent. Le vivier. Oui, c'est vivier. C'est bien. Pas de Bernier. Vous autres, les gars. mais LA est probablement l'endroit où il y a le plus de talent en ce moment. Je dirais peut-être pas en Amérique du Nord, ce serait insultant pour le Mexique, mais c'est l'endroit où il y a le plus de talent en ce moment. Donc, si tu fais une bonne job avec ton académie, tu peux avoir énormément de jeunes produits qu'éventuellement tu fais croître et tu vends. T'sais. Je vais t'ajouter là-dessus. Quand j'étais à l'académie, on est allé jouer à la Ligue des champions des jeunes. Et LAFC, ça avait juste 2 équipes à ce moment à l'académie, OK? Puis c'était une équipe U14. Ils ont gagné le tournoi. Là, j'ai dit, wow, c'est fait en si peu de temps. Le gars, il m'a dit, bon, parce que c'était du monde du Barça ou connecté au Barça qui était dans l'académie LFC. Il m'a dit, écoute, on travaille bien, mais il faut quand même que je te dise, la population de Californie et de Los Angeles, avec tous les joueurs latins qu'il y a dans ce coin-là, on serait fou de ne pas avoir quelques talents de là-dedans. Puis, tu sais, voilà, la raison, ils ont un super vivier de talents. Puis, je ne parle pas juste latin. Il y a quoi, 30 millions de personnes en Californie? Puis, LA, lui tout seul, c'est une des plus grandes villes au monde au niveau de population. Fait qu'imagine tout le talent qu'il y a là-dedans, qui est latin, afro-américain, américain caucasien. Donc, tu sais, ils ont un bon pool de tout. Des ressources financières, un beau stade, un club qui veut aller de l'avant ou qui est un des disons, protagonistes dans cette ligue-là. Et leur talent pool pour les jeunes, il est aussi très intéressant. Sais-tu la réalité? Oui, vas-y, Nick. La réalité, c'est que si tu es un directeur sportif, que tu arrives de l'extérieur et que tu veux avoir le full package, c'est-à-dire être capable de recruter
à l'extérieur, être capable de former des joueurs, puis être capable d'avoir de l'argent, c'est LA, New York ou Toronto. C'est les 3 endroits en ce moment en Amérique du Nord où tu es pratiquement certain d'être capable de recruter quelqu'un qui va avoir envie de venir jouer dans ta ville pour toi. Toronto, c'est un peu un stretch, on s'entend. Toronto, New York et LA encore davantage, là. Mais c'est pas mal les 2 endroits aux États-Unis où n'importe quel joueur a envie de venir faire un tour à New York puis LA puis gagner quelques millions de dollars. Puis les 2 endroits où le vivier de talent est le plus intéressant. C'est là que LA est devant aussi Atlanta. Puis c'est deux choses là, que j'ai pris en considération, justement. C'est plus le fun de venir à LA que d'aller à Buffalo ou à Columbus aussi. Ça, on le sait depuis la nuit des temps. Le vivier de talent, c'était là aussi. Mais je veux juste ressouligner encore, tu parles d'Atlanta, c'est la 10e, c'est pas, LAFC, c'est pas l'équipe qui dépense le plus en ce moment. Ils ont déjà dépensé beaucoup. Mais il y a encore de la place pour dépenser si tu compares notamment à Toronto qui est loin devant, qui est premier. OK. Fait que j'ai LAFC Columbus dans mes choix pour directeur sportif. 3, j'ai mis Austin parce qu'ils ont une 5e masse salariale. L'académie s'en vient à Austin. C'est pas top. Ils dépensent, ils n'ont pas peur de dépenser. Ils ont 3 joueurs désignés, mais il y en a un, Rigoni, qui va sortir probablement bientôt. Je ne sais pas à quel point son salaire est garanti, mais il y a moyen de faire mieux avec cette équipe-là. La foule est top, là aussi. Ils sont quand même dans le milieu 13e foule en termes d'affluence. Mais en même temps, il faudrait avoir les revenus au guichet pour Austin. Écoute, je me suis dit, ce qui a validé mon choix, c'est qu'on a vu, c'est Rodolfo Borrell, un assistant de Pep Guardiola, s'en vient ici, s'en vient à Austin en tant que directeur sportif. Ça veut dire que c'est attractif quand même quand tu laisses une job avec Pep Guardiola pour aller à Austin, aux États-Unis. On est rendu dans une autre ligue. Ça, c'est 3. Puis 4, ça, c'est mon sneaky pick. J'étais content de ça. 4, le Real Salt Lake. Le Real Salt Lake, l'an dernier, premièrement, la foule. Tout le monde a été là. Guichet fermé à domicile tout au long de l'année. Cette année, ils sont pas loin. Là, il y a eu des intempéries. La température ne les a pas aidés, mais ils sont pas loin. Ils ont un nouveau propriétaire, Ryan Smith, qui a le Jazz et qui veut une équipe de la NHL aussi, qui veut faire venir une équipe. Ils sont prêts à dépenser. Ils viennent d'aller chercher Arango. Ils ont une bonne académie qui n'ont pas encore vendu de joueurs, par contre, mais il y a 8 joueurs formés au club, plus 2 autres qui sont en prêt. Il y a 10 joueurs formés au club qui sont sous contrat. Écoute, c'est pas la plus bling-bling. Non, mais ça ne pogne pas d'un bar tant que ça en disant je suis le DT de RSL, mais je pense qu'il y a moyen de faire de quoi. Il y a 2 ans, je te dis, mais depuis qu'ils ont changé de propriétaire, les nouveaux propriétaires sont arrivés avec un souffle nouveau. Puis là, on a vu Nick Rimando, on a vu les anciens refaire paraître, puis dire, hey, Salt Lake veut redevenir l'équipe qu'ils étaient en 2008-2009, d'être conquérant en playoff, puis même Pablo Maestroni fait un bon travail avec ce qu'il a, là. Donc, puis, comme tu l'as dit, c'est quand même une équipe qui, régulièrement, les équipes de jeunes, au moins, ils ont toujours fait jouer des jeunes. Et donc, ça, c'est un bon. Moi, l'équipe que je rajouterais, parce que ce qui s'en vient me donne New York City FC. Donc, ça, c'est l'équipe que je rajouterais. Parce que là, maintenant, avec on sait qu'ils vont avoir leur stade, puis leur structure de club, des gens qui sont, ils sont prêts à dépenser, ils ne dépensent pas comme des fous, mais n'oublions pas, Thalès, là, ils ont été chercher, c'est quoi, 10 millions, 7 millions US. Gabriel Pereira, Santi Rodriguez, ils investissent plus intelligemment qu'ils l'ont fait quand ils sont rentrés dans la ligue où c'était les grandes vedettes. Là, ils veulent, puis j'aime la façon de jouer. Puis leurs académies, ils ont des bonnes équipes. Ils sont considérés comme certaines des meilleures équipes aussi à travers les académies américaines. Donc, mais c'est parce que moi, je sais que je dirais que le stade qui s'en vient me dit, wow, là, peut-être eux autres, ils peuvent pencher dans cette stratosphère-là des 3-4 là, avec la foule aussi. En même temps, demeure la même affaire. Puis les gens qui écoutent, je pense qu'ils anticipent ce que je veux dire. Quand j'ai pensé au NYCFC, je suis d'accord, mais faut que tu vendes le Yankee Stadium. Non, je sais, mais c'est pour ça que je te dis, avec le stade qui s'en vient, là, je pense ça va vraiment leur dire, OK, là, on est vraiment soccer. Là. On n'est pas l'étiquette du Yankee Stadium, on va pas l'enlever. Mais je dirais que la structure de club, j'aimerais travailler là-dedans parce que tu sembles travailler avec du monde qui ont une vision globale, puis qui veulent la mettre pas à pas, puis qui comptent plus juste sur Manchester City ou le City Group. Ils comptent sur, on fait nos choses à nous, puis si on peut avoir de l'aide d'eux autres, tant mieux, mais on développe. Puis les dernières années,
ils ont été quand même une des meilleures équipes dans l'Est là, avec leur forme de développement et de finances. Ouais. Ben, tu vois, moi, c'est là où peut-être faire partie d'une structure où tu es un des plus petits clubs d'un groupe, d'un gros groupe de clubs, c'est là où peut-être j'aimerais moins être une tête dirigeante de cette équipe-là parce que éventuellement, tu le sais que tu es au bas des échelons. Tu es au bas des échelons et s'il y a une équipe qui est au-dessus de toi, qui veut aller chercher un de tes joueurs, ben, à la fin de la journée, tu n'as pas vraiment ton mot à dire tant que ça. T'sais. Non, mais c'est ce qui Donc, est intéressant. C'est va voir combien d'échanges maintenant se partent à une autre équipe City. À part pour Castellano qui est parti à Girona, New York City a un peu plus de. On compte pas sur vous, là. Puis on n'est pas obligé de vous fider les joueurs. Donc, moi, je suis d'accord avec toi parce que tu vois, tu te dis, bon, eux autres, ils peuvent toujours appeler un moment et dire, hey, tu nous envoies ce joueur-là. Mais je trouve que si tu regardes, il y a eu un détachement depuis quelques temps. Tu sais, il n'y a plus de Jack Harrison qui est parti. Là, hein. Là mm-hmm. City, ben, elle n'est pas obligée de vendre à Citigroup ou des équipes de Citigroup. Mais ça, c'est mal exploité par moment. Des fois, c'était une force. On a l'impression que c'était une force. Puis en ce moment, je suis comme Nick, on a un sentiment partagé que c'est une faiblesse, pas une faiblesse, mais même une épée de Damoclès par moment. On peut parler de Bologne puis Montréal, mais tu sais, je regarde Chicago qui sont allés chercher un joueur désigné. Tout le monde rit un peu de ce joueur désigné-là, mais c'est jusqu'à la fin de la saison dans leur club de Suisse, Lugano, qu'ils avaient. Alors, Ouais. ils s'achètent du temps. Ils ont pas, moi, ça me dit qu'ils n'ont pas lancé la serviette, mais presque. Fais juste t'assurer de nous garder à flot, puis l'an prochain, on checkera, puis peut-être même que le directeur sportif va changer à Chicago. On parlait de pression, là, plusieurs membres des médias qui pensent que à Chicago, là, le gros problème, c'est pas tant le leadership. En fait, c'est le leadership du directeur sportif là-bas et ses signatures comme ça. OK, on va finir là-dessus. Nick, tiens, pendant qu'on t'a, amène-nous un peu derrière le rideau, et puis avec ce que tu peux dire aussi, puis sans non plus trop révéler, mais tu étais dans notre position de commentateur, puis tu sais qu'il y a des bruits de couloir entre journalistes, entre descripteurs, on se passe le mot sur certaines personnes dans la Ligue. Toi, en tant qu'agent maintenant, y a-tu quelqu'un, as-tu un coup de cœur, y a-tu quelque chose qui est dans notre angle mort que tu dirais, hey, les gars, ce gars-là, tu parlais de Bezbatchenko, c'est un des meilleurs aussi. C'est sûr que ça va être coloré par le business que tu fais. Y a-tu quelqu'un dans cette ligue-là ou y a-tu quelque chose dans cette ligue-là du point de vue d'un agent que tu dis, hey, regardez de ce côté-là, ça pourrait être intéressant. Je te prends de court, là. Hein? Tu me prends de court, pas à peu près. Ben, écoute, c'est une question qui est difficile à répondre. Je te dirais il y a énormément de gens qui sont. En fait, on va toujours nommer les directeurs sportifs. Le directeur sportif est pas la personne la plus importante dans un club. Souvent, c'est la personne qui est le visage du club. Mais avant de te rendre jusqu'au directeur sportif, tu deals avec de vrais soldats qui sont là chaque jour, qui font toute la grosse job plus tough. Donc, moi, j'ai envie de rendre hommage à tous ces gens-là, hein, ou même aux recruteurs qui doivent regarder des centaines de profils à chaque semaine Mais pour finalement en mettre. Ce que tu nous dis, Oui, c'est intéressant parce confirme-nous, les structures c'est encore très disparate. Hein? Quand on parlait de gains marginaux, chaque là... équipe, les structures dans chaque équipe sont excessivement différentes. Et la MLS Next Pro en ce moment, je le sais qu'elle n'est pas appréciée de tous dans la ligue. Elle n'est pas appréciée de toutes les organisations. Il y a des équipes qui trouvent que c'est un peu c'est un boulet à traîner. Mais je peux vous dire que cette ligue-là fait beaucoup de jaloux en Europe. Je me suis assis avec 3 directeurs sportifs dans les derniers jours en Lettonie qui m'ont parlé de la MLS Next Pro. Je m'attendais même pas à ce qu'ils sachent que cette ligue-là existe et qui nous demandaient comment faire des affaires avec cette ligue-là, si ça allait être plus facile pour eux de transiger des joueurs via la MLS Next Pro. Et souvent, les gens qui sont à la tête des équipes MLS Next Pro ont une importance capitale parce qu'ils font une espèce de recrutement qui est plus intelligent. Ils vont essayer d'aller voir les joueurs qui sont un peu dans la marge, moins d'une évidence. C'est pas les joueurs qui jouent... Ben, c'est du Moneyball. Mais c'est ça pareil, parce qu'ils vont pas regarder les joueurs qui jouent la Coupe du Monde U17 ou la Coupe du Monde U20 en se disant comme hey, ce gars-là a scoré 5 buts en 4 matchs, c'est ce gars-là qu'on va aller prendre. Ils vont aller chercher de façon un peu plus stratégique
Donc, pour moi, j'ai envie de te dire qu'il y a des gens qui travaillent très, très dur dans les coulisses et qui sont pas nécessairement les directeurs sportifs de chacune des équipes. C'est souvent les directeurs sportifs adjoints qui travaillent encore plus dur, mais c'est pas eux qui reçoivent les fleurs à la fin. Donc, Est-ce que tu as une réponse hors de tout voilà. doute? Est-ce que MLS Next Pro ou pas de MLS Next Pro? Est-ce que tu as une réponse catégorique ou si t'es en tant qu'agent de joueur? Ben, MLS Next Pro ou une équipe U19, là. Pas le choix, là. Ouais. On peut pas on peut pas passer de U17 à équipe MLS. Donc, il faut une équipe réserve, puis il faut une équipe réserve qui joue professionnellement. Si t'as pas d'équipe réserve qui joue professionnellement, puis que t'as des gars de 20 ans qui jouent dans ton équipe réserve, c'est problématique. Donc, pour moi, Avoue que ton joueur va être plus vu en MLS Next Pro de par 100%. que à PLSQ. Simplement, mais je veux pas comparer avec la PLSQ parce que j'ai pas envie de me mettre Non. des pieds dans la bouche. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'en ce moment, si une équipe veut aller voir un joueur qui joue en MLS Next Pro, va sur Wisecout et tous les matchs sont là, les statistiques sont là, les statistiques avancées sont là. Un joueur veut aller chercher un scout ou un directeur sportif veut aller voir un joueur qui n'est pas en MLS Next Pro, mais qui est dans une équipe réserve, il est virtuellement invisible. Impossible à scouter, à moins que quelqu'un se déplace dans ce marché-là et ait voir des matchs dans un calibre qui est tellement inconnu que tu sais pas vraiment ce que tu regardes au final en termes de qualité. Je sais pas si tu comprends ce que je veux Ouais. dire. Ah ouais. Il faut de la visibilité concrète. Mm. Mm. Il faut de la visibilité concrète. Donc, c'est sûr et certain que la MLS Next Pro, c'est un gros positif, mais tu sais, moi, j'ai le beau jeu, hein. Je suis un agent, je représente des joueurs, j'ai envie que les joueurs aient le plus de visibilité possible. Je suis pas le propriétaire. Il va toujours avoir ce clivage-là entre un dirigeant d'une équipe, le gars qui dépense de l'argent, puis le gars qui veut que les joueurs aient du succès. C'est Mm. malheureux, mais ça va toujours être comme ça. Donc, je peux pas juger un propriétaire qui décide que pour lui, c'est pas la bonne chose. Non, Je peux non, juste puis dire que pour le développement du joueur, c'est néfaste de pas avoir une équipe réserve ouais. en bonne et due forme dans un système, Puis c'est ça, bien dans un statué système parce que professionnel. les gens, on parle plus ou moins, pas à mot couvert, mais on fait référence entre autres au CF Montréal qui n'en a pas. Il y a deux choses. Je suis qui pour dire à M. Saputo, dépensez 2-3 millions de plus pour votre équipe MLS Next Pro, vous avez besoin de faire ça. Je suis qui pour le faire? Mais Fred, En même temps, tu es regarde, dans je veux pas te mettre sur business, le les spot. 28 autres propriétaires le font. 28 autres propriétaires le font. Oui. Mais je veux pas te mettre sur le spot. Puis je le ferai avec n'importe quel journaliste qui couvre le foot à 100% à Montréal en ce moment, là. Ouais. Mais je te dis de me nommer 5 joueurs de l'équipe réserve en ce moment. Non. Non, non. J'ai la misère. Mais puis ça, c'est Puis pas normal. peut-être que c'est C'est pas. un défaut, peut-être que c'est Non, non. professionnellement, mais Ben non, parce que ce serait le cas avec Je le n'importe fasse, quel autre moi, des Nicolas? journalistes. hum, Non, mais toi, c'est correct, Pat. ça Toi, tu compte pas. connais tout. T'as les yeux partout. C'est correct. Toi, t'es omniscient, t'es une légende, t'es omniscient, Ah t'es non, partout mais aussi. je comprends. C'est comme je dis, moi, je vais juste te dire ma version que quand on me pose une question, OK? Est-ce que tu peux m'aider de là? Je dis oui. Mais moi, quand je donne ton nom à quelqu'un, lui, il doit être capable de te voir. Qui te voit du concret, qui dit à quoi ça se compare, puis qu'est-ce que tu as de l'air selon. Parce qu'on est dans un air de scouting. Maintenant, c'est comme, tu sais, j'ai répondu à Olivier Brett dernièrement, là, mais Mathieu Choignard, lobbying, tu n'as pas besoin de faire lobbying. Ses matchs sont là. Son statistiques sont là. Toutes les data statistiques que tu veux dans le dernier tiers, dans le milieu, combien de fois il touche le ballon entre les lignes, c'est là. Donc, quand tu as tout ça, puis il l'a dit, sur Wisecout, sur InstaScout, sur toutes les data platforms qu'il y a maintenant, Sports AI, quand tu dis, voici le joueur, tu peux aller le voir ici. Ça, c'est la ligue qui joue dedans. Elle a de l'air de ça. Est-ce qu'on part à ça? Et puis là, après ça, ils prennent leur décision. Et on va y aller full circle. Ça revient à tous les Américains qui ont 25-30 matchs en U17, des matchs qui sont disponibles sur Wisecout ou sur Instat à l'époque, versus un joueur canadien qui a 4 matchs contre le Suriname, Saint-Kitts et Nevis, Cuba. C'est plate à dire, mais c'est la raison pour laquelle il y a autant d'Américains qui réussissent à aller chercher des bons petits deals d'académie dans des gros clubs en Allemagne, en Mm. Espagne, en France, etc., et que les Canadiens ont de la difficulté à sortir du pays, ils sont pas assez vus. Donc, ça, c'est au Canada. Puis maintenant, ben, ici, on a un peu Non, le même problème à plus petite échelle.
Puis full circle, tu as raison. Puis c'est là qu'il faut être créatif, innovant aussi. Au Canada, c'est facile à dire, là, c'est plus difficile à faire. Puis en sens, je vais donner dans son discours à Olivier Renard, je vais lui donner ça. Il dit il y a d'autres façons de faire. Nous, on a choisi une autre façon de faire. C'est un choix ultimement juste économique dans les circonstances. On pense qu'on peut être plus efficace ou le rendement peut être meilleur pour nous, pour notre dollar, en l'envoyant en CPL puis en jouant avec la PLSQ. C'est ça, je ne vais pas lui trouver des fautes, mais dans l'idéal, alors qu'il y a 28 autres propriétaires qui le font, l'idéal, ce serait d'avoir un club MLS Nexpo. Ça, c'est moi qui dis ça. Bon, j'ai trop pris de ton temps, Nicolas Martineau. Toi aussi, capitaine, mais de toute façon, je te charge à crédit pour le reste de ton temps que j'ai pris. Nicolas, je t'ai perdu une fois, j'avais peur de te reperdre encore, alors je voulais te retenir plus longtemps aussi. Merci d'avoir été avec nous. Il n'y a pas de souci. Tu m'appelles quand tu veux, Fred. Un grand merci. Il faudrait le revoir là, avant la fin de la fenêtre des transferts, mais donner des hot takes. Potentiel. Tout ce que je peux vous dire, les gars, c'est que là, bon, vous apprenez à connaître Mo Farsi cette année en MLS. Regardez les joueurs qui s'en viennent, qui vont être les prochains à se faire connaître sur la scène internationale. Les Garven Metusala, qui sont avec l'équipe nationale haïtienne en ce moment. Ryan Niesli, le meilleur gardien de la CPL actuellement. Il y a d'autres joueurs qui s'en viennent et qui vont. T'avais pas un joueur à Kansas City aussi? J'oublie toujours son nom, un joueur à Kansas City. Nassim Mikidesh, défenseur central pied gauche à Kansas City, qui est le capitaine actuellement de la réserve. Ça va super bien pour lui. On m'en a dit des bonnes choses aussi, ouais. C'était pas mal. Ouais, donc je peux juste vous dire, je sais que bon, on a eu l'occasion de se texter un peu au sujet de mots cette année parce que ça va bien. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, des jeunes joueurs qui s'en viennent comme ça, que vous allez apprendre à découvrir, des joueurs de Montréal. Yeah. On surveille ça. Yes. Bon, mais merci. Frédéric Laure avec vous. Salut à Mo Farsi aussi, qui était dans le podcast sans vraiment l'être aussi. J'espère que ses oreilles n'ont pas trop frisé. Nicolas Martineau. Oui, c'est ça, Patrice Bernier. Salut à Kevin Laramé qui fait notre montage. Passez une bonne semaine. New York en fin de semaine à Montréal. Sinon, en masse de MLS. Sinon, si la Ligue Cup s'en vient, il y a plusieurs choses dont on va vous parler dans les prochaines semaines. À bientôt.